Histoire d'horreur d'un étranger. Depuis mon plus jeune âge, j'ai voyagé. Mes parents adorent visiter et apprendre à connaître de nouveaux endroits, de nouvelles personnes, essayer de nouveaux plats et essayer d'apprendre du monde autant qu'ils le peuvent. Tous deux se sont imposés comme de grands chercheurs. Ma mère est une sociologie reconnue dans la communauté universitaire et mon père a également consacré de nombreuses années à la science dans le domaine des relations internationales et tous deux ont beaucoup voyagé à travers le monde avant de décider de m'avoir. Ils semblent avoir profité de nombreuses bourses et de nombreux programmes qui leur ont permis de se déplacer depuis leur époque étudiante. Son histoire d'amour est digne de tout film réalisé par Sofia Coppola. On me dit qu'ils se sont rencontrés lors d'un voyage à Tokyo, au Japon, dans le même style que Lost in Translation. Tous deux séjournaient dans la ville. Ils ne se connaissaient pas parce qu'ils étudiaient différentes disciplines, mais ils se sont rencontrés dans un restaurant. Apparemment, ma mère avait du mal à commander et mon père est venu l'aider quand il a remarqué qu'elle était une étrangère comme lui. Après s'être présenté, mon père a suggéré de partager une table avec elle et ma mère était embarrassée, mais ravie de pouvoir partager avec quelqu'un qui parlait sa propre langue, elle a accepté. Personne n'est surpris par la gentillesse des Japonais, mais ils sont aussi très fermés et solitaires dans les espaces publics. Ils ont dîné, parlé, se sont rencontrés et sont évidemment tombés amoureux. Ils passent le reste de leur séjour à partir chaque fois que leurs responsabilités les quittent et quand ils doivent retourner au Mexique, ils acceptent de se rencontrer à Mexico, puisque ma mère est de Jalisco et mon père de Puebla. Ils ont été engagés ensemble pour passer de temps en temps quelques mois, jusqu'à ce que la distance devenait de plus en plus gênante et ils ont accepté de vivre ensemble dans un endroit où ils pourraient se déplacer rapidement s'ils avaient besoin de déménager dans leur terre. Tous deux ont obtenu des emplois dans la ville. Ils ont vécu à union libre pendant de nombreuses années et ont synchronisé leurs vacances pour voyager à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'étranger. Tokyo est devenue une destination prisée pour tous les deux, car c'est là que leur histoire d'amour a commencé. Ils l'ont visité à quelques reprises et en ont également profité pour visiter d'autres destinations en Europe, en Asie et en Amérique. Ils étaient tous deux très chanceux car leur salaire et leur emploi leur permettaient d'avoir une vie assez confortable. L'argent était rarement un problème pour leurs plans et projets et comme il est bien dit. Quand il y a stabilité personnelle et économique, on pense à un tiers. Dans ce cas, après avoir consolidé leur carrière professionnelle et obtenu une certaine fortune, ils ont décidé d'avoir un enfant. Je suis née et quand j'ai passé du temps sur l'alimentation et les soins, je voyageais déjà pour rencontrer la famille de ma mère à Jalisco et celle de mon père à Puebla. La vie de mes parents a changé un peu parce que tant que je n'avais pas à aller à l'école, nous avons bénéficié d'une certaine liberté de voyager et bien qu'il soit vrai que comme bébé nous nous souvenons peu, il y a beaucoup de photos et d'histoires qui se sont produites au cours de ces périodes que mes parents se souviennent affectueusement. Dès que je me souviens de tout ce qui s'est passé, je suis très excitée de voir l'éloquence avec laquelle les deux leur disent. Lorsque j'ai commencé les études, les temps étaient limités, de sorte qu'il n'était plus très possible de sortir pendant de longues périodes. Ils ont seulement profité des périodes de vacances pour m'emmener à différentes destinations. Pourtant, pendant tout ce temps, ils n'ont jamais pu m'emmener à Tokyo, même s'ils avaient l'habitude de parler de l'incroyable et futuriste ville. Je ne pouvais imaginer cet endroit qu'à cause des photographies que mes parents gardaient avec beaucoup d'affection. À cette époque, Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui avec des centaines de personnes qui font du contenu sur les voyages ou les destinations. Il y avait des informations sur tout ce qu'ils pouvaient imaginer, mais ce n'était pas accessible. Mais passé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence à écouter à quel point le Japon merveilleux n'a éveillé en moi qu'un grand intérêt et l'amour pour un endroit qui n'existait que dans mon imagination car je n'avais jamais mis les pieds sur cette île. Je me suis intéressée et même obsédée par le pays au point que dès le lycée, j'ai demandé à mes parents de m'envoyer dans une école pour apprendre la langue qu'ils n'ignoraient pas et ils m'ont inscrit à certains cours que j'ai suivis après avoir été à l'école. J'ai appris autant que j'ai pu sur leur langue et leurs coutumes, ce qui a généré encore plus d'attentes sur le pays. Je n'ai jamais demandé à mes parents de visiter Tokyo parce que, sur le plan interne, je voulais que ce soit quelque chose que je pourrais moi-même faire à un moment donné. Je voulais d'abord démêler la plupart de ce que ce lieu contient, et ensuite le partager avec mes parents car ils seraient sûrement ravis de retourner dans ces terres dont ils ont de bons souvenirs. Mais serait-ce la même chose pour moi ? Eh bien, c'est une réponse qui est à peine proche de ce que mes parents ont obtenu. Pratiquement toutes mes années de lycée étaient obsédées par le pays. J'ai passé du temps à rechercher différents éléments du pays et mes conversations tournaient autour de la même chose. J'étais fatiguée que mes amis parlent encore et encore du même sujet, même si la plupart écoutaient attentivement ce que j'avais découvert. D'autres compagnons, par contre,
était fatiguée de ma petite obsession. Au moment où j'étais au lycée, j'avais déjà plus ou moins maîtrisé la langue, pas dans un grade très élevé parce que c'est vraiment un langage complexe et plein de nuances, mais, au moins, je pense que je pourrais commander la nourriture et savoir dans quelle station de métro j'étais parce que de ce que je comprends la meilleure façon de se déplacer dans la ville est en train. En fin de compte, je me préparais à un voyage qui pourrait ne pas avoir lieu, mais, malgré cela, il a généré beaucoup d'excitation et d'enthousiasme. Quand j'ai terminé les études secondaires, mes parents m'ont offert un voyage au Japon comme cadeau de fin d'études, et je ne m'y attendais vraiment pas. Cela faisait des années que je fantasmais sur la possibilité de faire ce voyage tant attendu, mais à cette occasion l'occasion se présentait, je ne la saisis pas. Je suppose parce que je sentais que je ne méritais pas cette opportunité. Mes sentiments m'ont raconté que je n'avais fait aucun mérite de recevoir un tel prix et aussi parce que j'avais promis de faire ce voyage avec mes propres ressources. Alors, bien qu'à cette époque cela me faisait beaucoup de mal de rejeter le don, mes parents ont compris mes sentiments et l'ont respecté. Je pense qu'ils auraient dû insister davantage et je pourrais être moins fière et plus humble parce que toutes ces années d'études de la langue et une partie de sa culture ne m'ont pas servi quand j'ai pu faire le voyage heureux. Après tout, les livres de langue vous en disent long sur la syntaxe, l'orthographe et la prononciation, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer certaines choses qui sortent de la logique. Les livres d'histoire peuvent être un bon point de départ pour en apprendre davantage sur les nombreuses raisons politiques, militaires et économiques du pays. Il y a des troubles du caractère japonais fondés sur l'honneur et le sacrifice. Mais même s'ils savaient beaucoup sur le pays, la vérité est qu'ils savaient un peu de tout. Il y aura toujours des éléments qui ne se trouvent pas dans les livres, les articles ou les rapports. Il y a de très grands événements qui en raison de leur ampleur ne sont pas noyés dans la multitude de nouvelles qui inondent les nouvelles chaque jour. Comme les attaques au gaz sarin contre le métro de Tokyo au milieu des années 1990 par la secte Aum Shinrikyo. Alors que l'attaque visait le gouvernement et la police a fini par affecter des tiers, mes mauvais souvenirs 13 personnes ont été tuées et plus de 5 douzaines ont été blessées. La vision déformée de Shoko Asahara a conduit ses partisans à mener différentes attaques qui ont coûté des vies différentes. Bien sûr, cet incident fut très médiatisé. Aucun média international ou national n'a manqué l'occasion de couvrir sa programmation avec des notes, des enquêtes et des analyses qui ont commencé à diriger l'opinion publique de tous les téléspectateurs qui avaient été informés dans des programmes d'information aussi fiables. Quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai gelé, et c'était comme une vérification de la réalité. Je veux dire, des choses horribles et terribles se produisent partout, dans mon pays, les billets rouges sont devenus partie intégrante de la vie quotidienne de millions de personnes. Mais il était fort de savoir que dans les endroits les plus magiques de telles situations se produisent également. C'était quelque chose que j'avais en tête, mais, que parfois l'idéalisation nous conduit à les ignorer afin de maintenir l'image intacte d'une chose ou d'une personne. C'était choquant à l'époque parce que des connaissances récentes de mes parents avaient été violemment assassinés par un de leurs enfants dans une de leurs attaques psychotiques. Le garçon avait des problèmes et était en traitement. Il a mené une vie assez normale en fait, nous étions allés à l'école primaire ensemble, mais apparemment le garçon avait commencé à utiliser des médicaments pour traiter sa maladie par un programme de recherche et de test d'un médicament. On ne savait pas grand-chose à ce sujet et je crois fermement que tout a été fait pour rediriger l'attention du public de la compagnie pharmaceutique sur les problèmes du garçon. Cette nouvelle avait fortement affecté mes parents et même moi, qui vivaient avec le garçon qui était jugé pour le meurtre de ses propres parents, en blâmant principalement les médicaments et en laissant de côté le rôle joué par le pharmacien et toutes les personnes impliquées dans ce traitement expérimental. À cette époque, je n'avais qu'à me concentrer sur mes études et essayer de me distraire pour ne pas sombrer, donc apprendre sur l'attaque était une nouvelle qui m'a très choquée. À la maison, mon père ne cessait de parler du cas de mon ex-camarade de classe. Certains professeurs se sont également penchés sur ce cas pour essayer de nous montrer à quel point l'usage de la drogue est devenu nocif et l'endroit qui avait été considéré comme mon but de vie a également été transformé en chaos par les attaques perpétrées sur les trains par la secte de Aum Shinrikyo qui était convaincue que la fin du monde approchait à cause d'une troisième guerre mondiale, qui serait menée avec des armes nucléaires qui mettraient fin à tous les péchés et crimes du monde. Après quelques semaines, l'attentat n'était plus nouveau, et on en a peu parlé. Mes parents ont également cessé de parler de la question de mon ancien conjoint lorsque le juge l'a envoyé en prison. Tout ce qui s'est passé a fait partie de l'histoire et de la vie quotidienne. Nous sommes tous devenus les spectateurs de l'immense quantité de nouvelles rouges qui abondaient dans la presse écrite et de toutes sortes. Dans une certaine mesure, être tellement saturé de nouvelles malveillantes a commencé à ennuyer l'auditoire,
parce que leur auditoire a également commencé à devenir engourdi quand ils ont donné ce genre de notes. Quand tout cela s'est passé, j'étais dans le dernier tiers de mon diplôme. J'avais choisi d'étudier le commerce international et mon thème de recherche avait porté sur l'étude des relations commerciales avec le pays du soleil levant. J'avais reçu une bourse pour un semestre à Tokyo à cause de mes performances académiques et parce que je parlais un peu de la langue, donc je n'ai pas réfléchi à deux fois. J'ai accepté la bourse, j'ai commencé à tout préparer pour mon voyage. J'ai parlé à mes parents qui étaient très excités par l'opportunité qui s'était présentée à moi. Quand la date du voyage est arrivée, je ne pouvais pas dormir toute la nuit. Le vol est parti tôt et l'émotion et la peur de voyager seul à l'autre bout du monde m'a gardé éveillée. Tôt le matin, mes parents se sont levés et se sont préparés à m'emmener à l'aéroport. Le vol n'a pas été retardé et tout le processus de migration a été assez facile parce que je voyageais en tant qu'étudiant. Je leur ai dit au revoir tous les deux et je suis arrivé dans l'avion. Je n'imaginais pas que ce serait la dernière fois que je les reverrais. Mon arrivée au Japon a été incroyable. Déjà de l'aéroport est palpable le changement culturel que vous rencontrerez. La plupart des processus sont automatisés donc il n'y a pas beaucoup de problèmes avec la bureaucratie, au moins ce n'était pas comme ça d'entrer dans le pays, le reste des procédures sont l'enfer. J'ai été étonné de tout ce que j'ai rencontré. La ville était immense, les bâtiments immenses. Les rues sont propres et tout est très propre. Mais l'afflux de gens est un enfer. Ce n'est pas pour rien que Tokyo est l'une des villes les plus peuplées au monde, et vous pouvez voir cette surpopulation. Le désintérêt des Japonais pour les autres m'a paru merveilleux au début. Peu de gens se sentiront jugés par la majorité des habitants de la ville. Ils sont trop occupés à faire leur vie qu'ils font à peine attention à ce qui se passe autour d'eux. Il semble qu'ils vivent aliénés et isolés des autres. Je ne suis pas surpris des niveaux élevés de dépression et d'isolement auxquels sont systématiquement soumis les millions de Japonais qui préfèrent mettre fin à leur vie dans leurs petits appartements pour que des jours, des semaines, voire des mois soient constatés. Comme j'ai appris à connaître plus profondément certaines des entrailles du Japon, j'ai été un peu déçu. Au moins à l'université, j'ai fait la connaissance de gens d'autres pays qui étaient également en échange avec moi. J'ai partagé la perspective de la difficulté d'intégrer un étranger dans la logique et le fonctionnement quotidien des Japonais. Ils ne vous chasseraient jamais d'une entreprise à moins que vous ne causiez des problèmes, et ils ne vous traiteraient généralement mal. Si vous aviez des doutes, la plupart essaieraient de vous aider ou bien vous référer à quelqu'un qualifié pour le faire. À l'université, il était relativement plus facile de discuter avec certains Japonais parce que nous partagions des cours et des espaces. J'ai réussi à former un petit groupe d'étrangers et de gens de la ville avec qui je sortais manger ou visiter une attraction. Ils m'ont montré différents points de la ville et m'ont donné des recommandations pour rendre mon séjour plus agréable, ce dont j'étais très reconnaissant, mais beaucoup de gens savent très bien cacher leurs intentions. Quelques mois après mon arrivée au Japon et que j'essayais de m'intégrer aux Japonais, mes parents m'ont contacté pour m'informer que mes parents étaient morts dans un accident de voiture alors que je voyageais à Jalisco pour rendre visite à grand-mère qui était tombée gravement malade à cause du diabète et de l'hypertension. Je ne m'attendais pas à recevoir des nouvelles d'une telle ampleur alors que je vivais le rêve de visiter la ville où mes parents se rencontraient. Ils m'ont offert de payer les frais pour aller au Mexique et assister aux funérailles, mais, en parlant à mes coordinateurs et conseillers, quitter le séjour me ferait perdre la bourse et le semestre. À cette époque, je ne m'en souciais pas beaucoup. Je voulais dire au revoir à mes parents du mieux que je pouvais. Des dispositions ont été prises pour qu'ils reviennent 8 jours après sa mort. Je ne pouvais pas obtenir les vols plus tôt en raison de divers problèmes et menaces que la secte avait proférés contre les aéroports, donc j'ai dû attendre une semaine. J'ai profité de ce temps pour dire au revoir aux amitiés que j'avais faites avec le reste des étudiants, et l'un d'entre eux. Les Japonais ont suggéré d'aller dans un bar avant qu'il ne vienne me dire au revoir car il serait difficile de revenir bientôt, et l'échange du reste était également terminé dans quelques semaines. Au début, je n'en avais pas envie, mais je ne pouvais pas rester dans ma chambre en pleurant tout le temps. Je pouvais difficilement faire une pause dès mon retour au pays, et j'ai dû faire face à tout ce qu'une perte implique. Alors, motivé par moi-même, j'ai accepté l'invitation heureuse. Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans le centre et là, nous nous dirions vers un bar traditionnel japonais. Nous sommes arrivés à l'heure convenue et sommes allés à l'endroit recommandé par notre ami. L'endroit était assez loin de Tokyo, je ne sais pas où parce que pendant tout le temps que j'y étais allé, je n'avais jamais visité cette région. À notre grande surprise, c'était un endroit assez sympa et traditionnel comme l'avait promis le garçon qui nous avait invités. Nous avons passé un bon moment, même si à un moment donné il était inévitable pour moi de se sentir coupable d'être là en s'amusant alors que les corps de mes parents étaient dans un cercueil froid.
Au milieu de la célébration, je ne pouvais retenir les larmes et bien qu'ils insistaient sur le fait que je ne les avais pas ruinés les adieux, je savais qu'ils étaient aimables avec moi. Je ne devrais pas aller. Après avoir bu, chanté et mangé, nous étions tous assez fatigués. Je l'avais pris modernement parce que sinon il n'y aurait pas de puissance humaine qui aurait arrêté ma panne. Je ne voulais pas non plus être une nuisance pour qui que ce soit, alors j'étais responsable de mon état et de ma consommation. Certains de mes amis voulaient continuer la fête, mais ils voulaient aller danser quelque part à Tokyo. Je voulais juste rentrer chez moi et me reposer un peu, alors je ne les ai pas accompagnés. Ils ont demandé un taxi et sont partis. Je suis restée avec mon ami japonais et j'ai offert de prendre soin de lui jusqu'à notre retour en ville car il était assez ivre, je ne l'avais jamais vu donc je me suis un peu inquiétée. Le barista a demandé un taxi et nous l'avons tous les deux pris. Mon ami s'est avancé et est monté à bord pendant que je suis allée à la salle de bain. Quand je suis rentrée, je suis montée à l'arrière de la voiture. Il était tard et je ne connaissais pas la région donc je n'avais pas d'autre choix que de faire confiance au chauffeur de taxi. Après un bon voyage, j'ai remarqué que la ville illuminée ne pouvait pas être vue, au contraire, peu à peu nous étions plus loin et la seule chose qui a commencé à dominer dans le paysage était une assez grande forêt. Je pensais que le chauffeur de taxi avait tort ou qu'il avait simplement opté pour une autre direction. Mon ami était endormi dans le siège ailé alors j'ai essayé de garder le calme. Soudain mon ami s'est réveillé. Il a essayé de se localiser et a demandé au chauffeur de taxi de s'arrêter. La voiture s'arrêta au bord de la route et mon ami ouvrit la porte et courut vers la forêt. Je pensais peut-être que je voulais vomir, mais, les minutes ont passé et mon ami n'est pas revenu. J'ai commencé à m'inquiéter, peut-être qu'il était tombé ou avait eu un accident. Après tout, il faisait nuit, et il n'y avait pas beaucoup d'éclairage à cet endroit, à part les feux de taxi, et les clignotants rouges arrière. J'ai demandé au chauffeur de taxi de nous attendre et je suis allée dans les bois, en essayant de suivre les traces de mon ami. Après quelques minutes de marche et de recherche, j'ai remarqué qu'il y avait une petite cabane au milieu de la forêt. Un peu de lumière pouvait être vue au loin alors je suis allée à cette maison pour demander mon ami, pour demander de l'aide à la recherche car mon sac avec mes affaires était resté dans le taxi. En m'approchant de cette maison, je remarquais que la lumière émise de l'intérieur devenait de plus en plus rouge. Quand je me suis finalement retrouvée prosternée devant la porte, une peur irrationnelle m'a envahie, j'ai décidé de passer par la serrure de la porte pour voir si quelqu'un était à l'intérieur et essayer de déchiffrer l'origine de cette lumière rouge. Je regardais à travers la serrure et la seule chose que je voyais était une pièce insupportable rouge, les meubles, quelques images qui l'ornent, les murs, le sol, absolument tout était rouge quand soudain une boule a commencé à tourner et à devenir grande et petite jusqu'à ce qu'elle me regarde. C'était un élève de quelqu'un ou quelque chose qui était de l'autre côté de la pièce regardant comme moi, et nous avons tous les deux regardé de l'autre côté à travers les yeux de l'autre. Quand j'ai réalisé que je me suis tourné le dos, je me suis précipité vers la route où, heureusement, le taxi attendait toujours, je l'ai approché sans plus tarder et lui ai demandé de partir. Quand nous avons quitté cet endroit, j'ai réalisé que nous étions à Aokigahara, la forêt des suicides où beaucoup de gens vont mettre fin à leur vie. Le chauffeur de taxi m'a emmené au poste de police où ils ont pris des dépositions de moi, m'a donné la drogue antidopage et a posé différentes questions. Ils m'ont gardé malgré le fait que j'ai indiqué que j'étais un étudiant de parti et que je devais retourner dans mon pays. Bien sûr, ils m'ont ignoré. Ils m'ont envoyé dans une cellule et quelques jours plus tard m'ont déclaré mentalement instable et avec des problèmes d'alcoolisme. J'ai essayé de faire appel de la décision, mais la seule chose que j'ai réussi à faire était de me faire envoyer dans un centre psychiatrique car personne ne pouvait soutenir ce que je leur disais sur mes parents, ma vie ou mes amis. Dans cet endroit, je suis gardée haut et sédée la plupart du temps. Je ne peux ni manger ni faire mes besoins toute seule sans deux hommes en manteau blanc qui me tiennent pour nettoyer la boue qui coule sur ma poitrine à cause des médicaments, et qui me forcent ensuite à avaler les aliments liquéfiés. J'en profite pour écrire mes souvenirs dans les moments où ils nous permettent de faire des activités récréatives et j'arrive à cacher un crayon et du papier entre mes vêtements.